Merci de m'avoir donné l'occasion d'écouter ces deux très belles présentations. Et du coup, j'ai un peu de mal à rentrer dans la mienne. Ce que je retiens de ce que vous disiez, c'est que, d'abord, la rencontre, c'est quelque chose de... que ce soit en particulier avec un enfant et une famille, puisque souvent on a des familles en face de nous, que c'est quelque chose de compliqué. Qu'en fait, ce qu'il simplifie, c'est qu'on a une demi-heure le plus souvent pour en tirer quelque chose à la fin, mais que c'est fondamentalement compliqué. Et que la notion de qualité, c'est compliqué aussi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, on est tenu, pour des raisons éthiques, mais même au-delà de ça, de se demander si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien. Voilà. Or, ce qu'on fait, c'est compliqué, et savoir si c'est bien ou pas bien, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc on est pris dans une espèce de situation difficile, mais c'est la vie, donc il faut s'en dépatouiller. Alors, pour essayer de... Je vous propose finalement, on n'est pas les premiers, en principe, on ne devrait pas être les premiers à se poser cette question. Donc, essayons de voir comment ça se passait avant. Alors, il y a une histoire de l'évaluation des soins, des thérapeutiques, au cours du XXe siècle. C'est le livre de Harry Marx, The Progress of Experiment. On va y revenir dessus dans quelques minutes. Avant, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, on va être obligé de se demander finalement, les débuts de notre médecine, c'est la médecine hippocratique, pour le dire symboliquement, et donc vous savez qu'en fait Hippocrate c'était sûrement pas un seul monsieur, c'était un corpus, et ça a son importance parce qu'en fait c'est un texte qui rassemble, qui quelque part qui sédimente un ensemble de connaissances accumulées au cours des siècles, et qui dit... en fonction de tel ou tel tableau clinique, dans la mélancolie, puisqu'on appelait ça, eh bien, on doit donner des lavements et du lait d'ânesse, puisque c'est le traitement pour Hippocrate de la mélancolie. Mais à aucun moment, vraiment, il se demande si on devrait l'évaluer et dans quelle mesure c'est bien ou c'est pas bien. La notion d'évaluation chez Hippocrate n'est pas quelque chose qui va de soi. Et ça a son importance parce qu'en fait, notre médecine a été pendant des siècles construite autour de la médecine hippocratique. Et donc, qu'est-ce que c'était qu'un soin qui était bon? C'était un soin qui était proposé par Hippocrate, c'est-à-dire que l'évaluation reposait sur l'autorité. Il y a des textes qui font foi, et quand on suit ces textes, alors on fait bien. Alors, est-ce que c'est absurde? Pas complètement, parce que quand même l'expérience clinique conduit petit à petit à se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Et donc on l'écrit, on interagit les uns avec les autres, on se demande les uns avec les autres si on trouve la même chose, et si on trouve la même chose, eh bien on l'écrit, et au fil et à mesure que les années passent, eh bien le savoir augmente. Donc quelque part, le fait qu'il y ait une sédimentation de l'expérience clinique correspond quelque part à un début d'un processus d'évaluation. Alors le problème, c'est que ça ne marche pas complètement. Ça ne marche pas complètement parce qu'on peut se tromper, même en groupe, et puis parce que en médecine, il y a un phénomène particulier que les scientifiques qui font de la recherche en médecine ignorent, c'est que le médecin, dans une large mesure, doit se persuader que ce qu'il fait est bien. Parce que quand il est persuadé que ce qu'il fait est bien, ce qu'il fait marche mieux. Et donc, voilà, donc il y a une espèce de... On ne veut, quand on est clinicien, on n'a pas envie de voir que ce qu'on fait ne marche pas. Il y a un frein qui nous empêche de voir ça. Et donc on a besoin d'un processus d'évaluation qui va au-delà de la position d'autorité. Voilà. Alors, et d'ailleurs, on voit en ce moment, on parlait d'hypnose tout à l'heure, le problème numéro un de ces soins non conventionnels est qu'ils sont enfermés dans leur position d'autorité et qu'ils ne veulent pas voir que peut-être au-delà de ce qu'ils font, ils pourraient progresser. Et c'est vrai pour la quasi-totalité de ces soins non conventionnels. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle? Il y a une vraie rupture épistémologique. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose d'historiquement un peu sérieux, puisque c'est le livre de Harry Marx. Et c'est chez nous, c'est Claude Bernard. Comment Claude Bernard évalue les thérapeutiques? Il dit voilà, il dit quand quelqu'un est malade, c'est qu'il a une maladie. S'il a une maladie, c'est qu'il y a un organe qui dysfonctionne. Il faut comprendre le dysfonctionnement. Il faut trouver une thérapeutique qui va agir sur le dysfonctionnement. Et alors, on aura accès au déterminisme. Et alors, on aura montré que le traitement marche.
Et donc vous voyez tout de suite que dans le titre de la présentation, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas d'essai randomisé. Il y a une compréhension, il y a de la physiopathologie. Et donc ça c'est le 19e siècle. Et alors bien sûr, l'immense succès de ça, c'est, vous savez que pendant, d'ailleurs il y a 300 ans, un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 5 ans. À cause de quoi? En grande partie des maladies infectieuses bactériennes. Et que le soin des maladies infectieuses bactériennes, eh ben, on voit un syndrome, on voit un organe, on arrive à montrer qu'il y a un microbe qui attaque l'organe, et on trouve un produit qui attaque le microbe, donc les patients guérissent. Et ça marche à peu près comme ça. Ça marche à peu près comme ça, et d'ailleurs c'est curieux, ça persiste un peu aujourd'hui. Vous savez qu'on a des problèmes avec la découverte de nouveaux antibiotiques, qui est un vrai problème de santé publique, et beaucoup de collègues infectiologues disent « Ah mais oui, mais pour évaluer un antibiotique, en fait on ne devrait pas faire des essais randomisés, on devrait faire autrement, parce que nous c'est pas pareil. » Oui, c'est encore la pensée bernardienne, complètement mécanistique, et c'est pas absurde. C'est pas absurde. Et en fait, tous les médecins font un peu ça. Alors, ça varie en fonction des spécialités médicales. Par exemple, j'ai découvert que chez le médecin généraliste, en fait, non. La compréhension mécanistique de la maladie, en fait, c'est trop compliqué. La médecine générale est quelque chose de trop compliqué et ils ont trop peu de temps pour pouvoir entrer dans la pensée bernardienne. Et quand vous allez dans un congrès de médecine générale, ça m'arrive de temps en temps, il n'y a plus de physiologie. Il y a de la relation médecin-malade et de l'évidence-based médecine. Ils n'ont plus de physiologie parce que ça ne leur sert pas à grand-chose. Alors, à l'opposé, en réanimation, en néphrologie, la physiologie est quelque chose de complètement essentiel. Alors, vous me direz, oui, mais en pédopsychiatrie, en pédopsychiatrie, on a une psychopathologie. Et quand on regarde à peu près au même moment, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a quand même Freud qui essaie un peu de faire comme Claude Bernard, en fait. Il a des patients, il essaie de comprendre pourquoi ces patients vont mal, c'est de la psychopathologie, et il essaie de développer un soin qui est compatible avec l'hypothèse psychopathologique. Et quelque part, l'évaluation venait du fait qu'il y a eu une compréhension du processus psychopathologique. Et puis qu'il y a l'intuition du fait que ça marche. L'intuition du fait que ça marche. Mais, en tout cas, ni plus ni moins que Claude Bernard. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, c'était avant. C'est pas si sûr que ça. Donc, on voit encore des spécialités médicales, la chirurgie, par exemple. La chirurgie est évaluée, avant tout, sur des considérations physiopathologiques. Vous savez que, par exemple, le traitement de la crise d'appendicite aiguë, vous savez, on dit qu'il faut une appendicectomie, vous avez appris ça. En fait, c'est pas sûr du tout. Il y a des essais randomisés dans la crise d'appendicite aiguë entre l'appendicectomie et le traitement antibiotique. Eh bien, les résultats sont compliqués. Et pourquoi on est conditionné par le fait qu'il faut une appendicectomie? Eh bien, parce que qu'est-ce que l'appendicite? C'est une inflammation de l'appendice qui risque, si elle se complique, de faire une péritonite et c'est une catastrophe. Donc, comment on va soigner? On va ouvrir le ventre, on va virer l'appendice, donc on vire le problème. Vous voyez, c'est une pensée mécanistique et qui est tellement pure qu'elle emporte la conviction. Donc, dans une crise d'appendicite aiguë, il faut virer l'appendice, il faut faire... Or, en fait, c'est là que les choses vont se compliquer. En fait, si on fait des statistiques, on se rend compte que dans le devenir des appendicectomies, il y a aussi des occlusions sur bride, etc., etc., etc. Et puis, on a eu la même chose, vous savez, dans les lombalgies aiguës, rebelles, on opère... Et puis on se rend compte qu'en fait, non, on opère parce que c'est logique, à l'IRM on voit un truc, on enlève le truc de l'IRM, donc les patients vont aller mieux. Oui, mais en fait, voilà. Donc la pensée mécanistique, elle imprègne tout le premier et le second cycle des études médicales, elle imprègne la pensée en particulier de la médecine de spécialité, que ce soit la pédopsychiatrie ou la médecine somatique. Elle est essentielle, mais... elle arrive à un mur, et ce mur, il a été vu au milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des collègues qui disent, oui, les mécanismes c'est bien, mais en fait on n'en sait pas grand-chose. Parce que le caractère emblématique de la maladie bactérienne, oui, ça marche, mais le cancer du poumon,
En général, c'est à cause du tabac, mais une fois qu'on a un cancer du poumon à cause du tabac, ça ne sert à rien pour soigner les gens. Et à la limite, même, ils peuvent continuer à fumer, c'est pas le problème. Donc il y a des collègues il y a une rupture épistémologique, c'est ce que dit Harry Marx dans son livre. Alors, et c'est l'arrivée de l'évidence-based médecine et de la statistique. Et donc de l'évaluation quantitative dont on a vu les excès auxquels elle est arrivée aujourd'hui dans la présentation d'André Maldi. Alors pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Alors oui, d'une part, la pensée mécanistique bernardienne est arrivée dans une impasse, c'est-à-dire ça marche les mécanismes, mais pas pour tout, il s'en faut de loin, mais il n'y a pas que ça. Le deuxième point, c'est qu'à ce moment-là, et il le dit très bien, en particulier au Canada, il y a une volonté de la part des jeunes cliniciens de se rebeller contre les arguments d'autorité des vieux patrons. Et l'évidence-based médecine, c'est une façon de dire, vous me racontez des histoires sur des mécanismes, moi je fais des expériences, je tire au sort, je regarde ce qui marche. Et puis après, on discutera. Il y a quelque chose que je trouve d'encore plus important, c'est l'arrivée d'une perspective de santé publique. Il faut savoir que pendant le 19e siècle, vous savez, il y avait des hygiénistes aussi. Il y a des gens, au cours du 19e siècle, qui ont dit qu'il fallait... On ne savait pas qu'il y avait des microbes. Mais même sans savoir qu'il y avait des microbes, il y a des gens qui ont dit il faut quand même se laver les mains, il faut être propre parce que vraisemblablement, statistiquement, en fait, la saleté doit être liée aux maladies. C'est une pensée de santé publique, c'est pas une pensée bernardienne. Et d'ailleurs, Claude Bernard était un ennemi juré de Pierre Louis, qui était l'initiateur de la pensée statistique et santé publique en France. Donc la perspective de santé publique, et puis quelque chose que l'on oublie, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les médicaments vont avoir une place considérable en médecine. Or, le médicament est un soin très particulier, c'est un soin industriel. C'est-à-dire que, a priori, 20 mg de fluoxétine, c'est toujours pareil. Alors j'ai dit ça en Afrique il y a 15 jours, ils m'ont dit non, chez nous 20 mg de fluoxétine, ça n'est pas 20 mg de fluoxétine, vous êtes au courant, mais en France, 20 mg de fluoxétine, c'est 20 mg de fluoxétine. Et donc on a un soin industriel complètement reproductible, et donc il va se prêter à la statistique. Alors, néanmoins, ça a eu une conséquence, l'arrivée de la statistique a eu une conséquence sur la façon de penser le soin. C'est qu'avant, quand on pensait le soin, eh bien, le médecin avait un patient en face de lui, il se demandait, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a ça, et je vais lui donner un soin en fonction de ce qu'il a et pourquoi il a ça. Et c'était juste, la médecine est juste comme ça, pas la psychiatrie, la médecine. Et avec l'arrivée de la statistique, en fait, il y a eu un glissement. On s'est recentré sur le syndrome. C'est-à-dire, j'ai un patient, mais quel syndrome il a? Et je regarde dans les livres quel est le traitement qui est associé à ce syndrome. Vous voyez, il y a un glissement qui n'est pas considérable, qui n'est pas considérable dans le fait, mais qui est épistémologiquement énorme, parce que en fait, on désubjective la relation, et tout le monde le sait. Et effectivement, il y a des gens aujourd'hui, il y a plein de patients qui se plaignent que l'on ne les voit plus comme un sujet. On les voit comme un syndrome métabolique, on les voit comme un diabétique de type 2. Et bien sûr que ça facilite la relation médecin-malade pour le médecin de voir en face de lui des syndromes plutôt que des sujets. Alors, est-ce que tout ça, on va dire, ah oui, c'est vilain, c'est la statistique, et d'ailleurs en psychiatrie, le DSM c'est ça, puisque dans le DSM, le S de DSM c'est statistique. On va dire c'est horrible, la statistique, voilà, on a désubjectivé, on a perdu l'essence de la médecine. Ben oui, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que qu'ont dit les collègues qui étaient pour la pensée statistique, ils ont dit, vous avez un sujet en face de vous, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais en fait, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien de ce qu'il a. C'est trop compliqué. Et donc, ce que vous faites, c'est pas rationnel. Vous obéissez à vos lubies internes. Ah, vous êtes content à la fin. Vous avez fait une belle médecine en fonction de lui. Mais en fait, vous n'en savez rien. Vous êtes des charlatans. Nous, on fait une médecine basée sur des faits. Et ce point de vue-là n'est pas complètement absurde, parce que du coup, comment ils ont fait? Du coup, ils ont pu. Quand vous avez fait une médecine sur le sujet, comment vous faites de la recherche biomédicale? C'est compliqué.
Alors vous pouvez faire de la recherche en biologie moléculaire, vous pouvez faire de la recherche en psychanalyse, mais tout le monde sait qu'à la fin, au bout du compte, on a des micro-cas partout, on a des micro-mécanismes, mais en face de nous, au moment où il faut prendre une décision, on est toujours devant une abîme. Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment bien ou pas? Alors comment ils ont fait avec les statistiques? Comme c'était des syndromes plutôt que des sujets, on a pu comparer des groupes de patients. On a pu comparer des groupes de patients, et c'est là qu'on en vient à la mesure. Quand on compare des groupes, si on les compare avec des mots, c'est compliqué. Si on la compare avec des nombres, on peut faire des moyennes de nombres. Les nombres, c'est facile pour comparer des groupes. On peut comparer des groupes avec des mots. On peut faire des études qualitatives, on peut faire de l'analyse textuelle automatique, mais c'est compliqué. Comparer les nombres, c'est vraiment plus simple. Alors après se pose deux problèmes. Qu'est-ce qu'on dit de la comparaison de groupes? On dit qu'un sujet moyen avec le syndrome A, qui reçoit le traitement X, sera en moyenne mieux traité que le sujet moyen. Donc on compare des sujets moyens, et on sait que sur des sujets moyens, le traitement X va mieux marcher que le traitement Y, mais dans votre vie, vous ne rencontrerez jamais de sujet moyen. Alors il y a une espèce d'aporie qui est inhérente à la statistique. Alors du coup, quand on a envie de tout jeter, de balancer la table, on va dire c'est absurde, le sujet moyen n'existe pas, donc j'oublie ce que me dit la statistique. Ben oui, mais la statistique dit aussi que si en moyenne vous faites comme si vous traitez un sujet moyen, globalement vous allez être un meilleur médecin que si vous faites le contraire. Et donc on ne peut pas faire fi de l'efficacité statistique, on ne peut pas faire fi, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Prenez les antidépresseurs chez l'adolescent, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Si vous ne faites pas de statistiques, c'est compliqué. C'est comment, même si vous êtes un bon clinicien, on voit que ça fait quelque chose. Est-ce que ça fait du bien ou pas de bien? C'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas dans notre tête rassembler des centaines de cas et essayer d'avoir une vision globale. Donc la statistique aide quand même. Alors le premier problème, c'est le patient moyen. Il faut avoir une gymnastique intellectuelle qui fait qu'il faut pouvoir penser le sujet singulier et le sujet moyen. Alors après, l'autre problème qu'il y a, c'est, oui, mais alors on compare des groupes de sujets, mais il va falloir mesurer la qualité. Il va falloir mesurer est-ce que le patient va mieux. Alors comment on va faire ça? Comment on mesure le fait que les patients vont mieux? Alors là, les psychiatres vont dire, chez nous, c'est pas possible, en diabétologie, c'est facile, il suffit de mesurer le sucre. Puisque le diabète, c'est le sucre c'est l'hémoglobine glyquée, on compare l'hémoglobine glyquée, donc eux, c'est facile. Ben non, en fait, même pas. Même pas. Pendant des années, on a utilisé l'hémoglobine glyquée dans les essais thérapeutiques des antidiabétiques, et puis en fait, on se rend compte que si on la fait baisser trop, en fait, il y a des hypoglycémies. Si des personnes âgées, elles vont tomber, elles vont se casser le col du fémur, et ça va pas aller. Et donc voilà. Et donc maintenant, dans les essais, on demande de la morbimortalité à long terme, mais comme c'est à long terme, ça va prendre du temps, et les brevets des médicaments, ils sont limités, et donc les firmes, elles veulent pas, et donc finalement, aujourd'hui, on ne sait pas tellement évaluer les antidiabétiques oraux, à tel point qu'il y a un collègue français, un prof de médecine générale, Rémi Boussageon, qui a écrit un article dans le BMJ disant que les antidiabétiques oraux, on n'avait jamais fait la preuve de leur efficacité. Et vous avez un courant de médecins généralistes qui traitent le diabète de type 2 par inhibiteur de l'enzyme de conversion et par des statines. Donc vous voyez, comme c'est pas qu'une question de psychiatrie, c'est une question de médecine, montrer qu'un patient va mieux, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors nous, on a des mesures aussi, on a Hamilton chez l'adulte. Alors, en pédopsychiatrie, effectivement, on est obligé d'avoir des instruments découpés par tranche d'âge, compliqué à évaluer, mais bon, on a même un excellent instrument de mesure de la dépression de l'adolescent en France, l'ADRS, développé en France. On a des instruments qui ont des limites, comme l'hémoglobine glyquée a ses limites pour évaluer un médicament dans le diabète. Alors, on en arrive à la conclusion tranquillement. Dans l'évaluation, il y a une tension. Même dans la science de l'évaluation, il y a une tension. La première tension, qu'on ne dit pas assez, c'est une tension entre la physiologie et la statistique. Et ça se voit à l'INSERM, qui normalement est l'Institut national pour la santé et la recherche médicale. À l'INSERM, on n'aime pas la statistique. En gros, à l'INSERM, on aime la biologie moléculaire. Et
position, c'est pas une position éthique, c'est pas une position épistémologique, c'est une position esthétique. La biologie, c'est beau, on comprend. Voilà. Et c'est vrai que c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. Les neurosciences, c'est beau, l'immunologie, c'est beau. Les trucs qu'ils trouvent, c'est bluffant, c'est extraordinaire. Alors après, so what? C'est-à-dire que quand on s'occupe de patients, c'est beau, c'est vrai que c'est agréable à lire, ça nous nourrit, mais on aime quand même avoir utilisé la science pour savoir ce qu'on fait avec les patients. Et donc après, du côté des patients, il y a le PHRC. Et vous imaginez pas à quel point l'INSERM déteste le PHRC et le PHRC déteste l'INSERM. D'ailleurs, l'INSERM a voulu piquer l'argent du PHRC parce qu'il trouvait que l'argent était mal dépensé. Programme hospitalier de recherche clinique, le PHRC, c'est ici. C'est beaucoup d'argent pour faire des essais thérapeutiques. Et alors, comment il y a eu un partage sociologique, aux biologistes l'intelligence, aux statisticiens le pouvoir. Parce que, in fine, qui décide qu'un soin marche ou pas, c'est les statisticiens. C'est comme ça, c'est juste une réalité sociologique. L'autorisation de mise sur le marché, c'est de la statistique. Le remboursement des soins, c'est de la statistique. Voilà. Donc on a un Yalta de l'évaluation à l'intelligence pour le biologiste, le pouvoir au statisticien. Alors, ce qui est intéressant, pour nous en particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est en train de changer, et ce changement vient en partie de la cancérologie avec la médecine personnalisée. Si vous avez une médecine personnalisée, elle échappe à la statistique, puisqu'elle est personnalisée. Et vous imaginez pas comme ce paradigme de médecine personnalisée challenge tout le système de l'évaluation des soins. On ne sait plus comment faire. Et donc, du coup, on en vient à faire n'importe quoi. Vous avez aujourd'hui des anticancéreux qui ont une autorisation de mise sur le marché et une demande de remboursement avec comme étude une étude de phase 2 sans comparateur actif. Juste comparé à des données historiques sur des croissances tumorales. C'est-à-dire, vous voyez le niveau de preuve. Le niveau de preuve, c'est 0. Et pourquoi ils ont l'autorisation de mise sur le marché? Parce que le mécanisme d'action est fabuleux. Vous voyez, c'est l'intrusion, c'est le comeback de la pensée bernardienne dans le monde de l'évaluation. En cancérologie, c'est-à-dire, ce n'est pas des fantaisistes, en cancérologie. Et donc nous, bien entendu, eh bien c'est à nous de nous saisir de ça pour dire que dans l'évaluation des psychothérapies, eh bien la psychopathologie a un rôle à jouer. Deuxième point, aujourd'hui, il y a une montée en charge des soins non industriels. Parce que toute l'évaluation est calée sur des soins industriels, que sont les médicaments ou les dispositifs médicaux. Mais aujourd'hui, avec les soins non conventionnels, avec quand même le big problème de l'évaluation des interventions chirurgicales, se pose l'évaluation des soins artisanaux, puisque c'est bien ça, ce sont des soins artisanaux, où le soignant a un impact considérable dans l'issue de la prise en charge. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on a oublié que même les médecins qui prescrivent des pilules, ils ont eux aussi un rôle à jouer dans l'efficacité thérapeutique. Mais ça a été complètement passé sous silence. Complètement passé sous silence. Et c'est d'ailleurs une tâche aveugle. C'est-à-dire, dans les essais randomisés pour évaluer l'efficacité des médicaments, on a les caractéristiques des soignants. Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, du secteur 2, du secteur 1? Jamais je n'ai vu une étude où on s'est demandé si ces facteurs influençaient l'efficacité du médicament. Vous voyez, à tel point, le fait que le soin est un soin artisanal, fondamentalement, est une tâche aveugle de l'évaluation. Donc ça, c'est en train de changer. Troisième point, on en a parlé, l'importance de donner la parole au patient. Alors, on va dire, aujourd'hui, on sort les mesures de qualité de vie, mais maintenant, on se rend compte que les mesures de qualité de vie, c'est pas donner la parole au patient, puisque c'est une vision assez normative de ce qu'est une vie, et on sait bien que c'est pas raisonnable. Et puis même, il y a de nouvelles choses. On a des forums de patients, et on se rend compte que sur les forums de patients, vous voyez, sur Internet, les patients disent des choses sur les soins qu'on n'imaginait pas. On l'a fait sur antidépresseurs. Est-ce que vous connaissez le premier problème que rencontrent les patients avec les antidépresseurs, quand ils en parlent entre eux? C'est le problème de l'arrêt. Moi, j'aurais pensé que c'était les effets indésirables sexuels, etc., etc. Non, c'est j'ai peur d'arrêter, qu'est-ce qui va se passer, et j'arrête et je suis pas bien, etc. Voilà.
Alors qu'il y a 10 ans, on pensait qu'il n'y avait aucun problème avec les arrêts d'antidépresseurs. En fait, quand on va sur les forums, c'est le problème numéro 1. Donc vous voyez là aussi la question d'évaluation, comment elle est changée aujourd'hui partout. Et donc, en pratique, alors d'abord il y a deux choses. Un, pour évaluer en fait, quand on regarde de loin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre le soin. C'est Claude Bernard qui l'a trouvé, mais c'est juste vrai. On a besoin de comprendre un soin pour savoir s'il tient la route ou pas. Et un problème, par exemple, le problème de l'homéopathie aujourd'hui, moi je veux bien tout, mais on ne comprend pas comment ça marche. C'est gênant. Surtout qu'en plus, quand on essaie de comprendre comment ça marche, on trouve que ça ne marche pas. Donc c'est encore plus gênant. Après, on peut discuter de l'utilité de l'homéopathie ou pas, mais c'est gênant de ne pas comprendre comment ça marche. C'est vraiment gênant. Et c'est pareil pour un soin tout soin en pédopsychiatrie, qu'il soit médicamenteux ou non médicamenteux, doit s'interroger sur comment marche mon soin. Deuxième point, il faut écouter. Il faut écouter pour savoir si un soin est efficace ou pas. C'est-à-dire qu'il faut faire des études qualitatives. Ça existe, il y a des méthodologies. Quand on évalue par méthodologie qualitative l'efficacité d'un antidépresseur, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce ne sont pas des antidépresseurs. Ce que tous les cliniciens savent, un antidépresseur, tous les gens pensent qu'un antidépresseur c'est comme un antibiotique ou un anticancéreux. Un antidépresseur c'est pas un antidépresseur. Et quand on demande aux patients, ils disent avant les émotions s'agrippaient à moi, maintenant c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les gens et moi. Voilà. Et c'est pas forcément mal. Quand vous souffrez de vos émotions, ça vous en protège. Et du coup, on comprend mieux comment ça marche. Et on comprend pourquoi, dans les essais, on a du mal à montrer que c'est efficace. Parce qu'on veut montrer que ce sont des antidépresseurs. Alors qu'en fait, il ne faudrait pas mesurer ça. Donc il faut faire des études qualitatives. Et bien sûr, pas qu'en psychiatrie, en diabétologie, en cancérologie, mais a fortiori dans notre discipline. Et puis le troisième point, il faut mesurer. Parce que la perspective de santé publique, quand même, on y est tenu. On est tenu de savoir si, sur des grandes masses de patients, quelle est la différence d'efficacité entre telle psychothérapie et telle psychothérapie, ou telle psychothérapie, et même s'il y a des limites, même si le facteur psychothérapeute explique autant de variances que le facteur psychothérapie, même si les psychothérapeutes sont biaisés dans les études, même si les mesures ne mesurent pas vraiment ce qu'on mesure, même si les sujets sélectionnés ne sont pas les bons sujets, même s'il y a tout ça, il faut quand même le faire pour deux raisons. D'abord parce qu'on y voit plus clair, et la deuxième, c'est la seule façon de convaincre les politiques de rembourser les soins. Je vous remercie pour votre attention.